Alors, tout d'abord, bonjour à tous en ce beau jeudi. Et tiens à souligner, première fois, Nathalie, qu'on fait un point de presse ensemble. Très content parce que c'est effectivement de très bonnes nouvelles aujourd'hui. Et Dr Horacio, je pense que vous êtes un habitué, alors je suis content de vous voir quand même. Alors, aujourd'hui, on vous avait dit un petit peu plus tôt cette semaine qu'on viendrait avec des assouplissements. Bien, écoutez, je pense que c'est assez connu que ce qu'on veut vous annoncer aujourd'hui, mais je pense que ça va être important, notamment pour la ministre Roy, de vous donner un peu plus de détails. Maintenant, j'aimerais rappeler qu'on s'était dit que le mois de septembre serait déterminant. Puis je pense que c'est important de voir tout le travail qui a été fait, parce qu'on avait expliqué pourquoi septembre était critique avec le retour à l'école, la pression qu'on aurait sur les éclosions. Puis je pense qu'on peut dire, puis on doit le dire aux Québécois, qu'on a relativement bien réussi notre mois de septembre. Je pense que c'est important de le réaliser, parce que non seulement lorsqu'on se compare aux autres, mais on voit où on est rendu aujourd'hui, on peut faire les allègements, et c'est pour ça qu'on est ici. Maintenant, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas crier victoire, parce qu'il faut rester prudent. Le mois d'octobre a aussi ses défis. Donc, je vous dis d'un côté, bravo, très beau mois de septembre, belle réussite, mais on sait qu'il va y avoir plus de contacts à l'intérieur au mois d'octobre, puis je vais juste le rappeler. Mais comme prévu, puis comme on l'avait dit un peu plus tôt cette semaine, on veut que les Québécois qui sont adéquatement vaccinés puissent continuer à retrouver ce qu'on appelle une certaine normalité. Maintenant, compte tenu de la situation épidémiologique et je dirais de notre excellent taux de vaccination que l'on a dans la population en général, ce que la santé publique nous permet de faire, c'est des allègements. Maintenant, ce qu'on annonce aujourd'hui, ça va être à compter du 8 octobre, OK? Du 8 octobre, les salles où les personnes ont des places assignées, qui sont assignées assises, pourront remplir leurs salles à pleine capacité. Et ça, c'est très important, autant pour les propriétaires de ces salles, les promoteurs, etc. Et je vais laisser à ma collègue Nathalie de vous donner les détails sur notamment le milieu culturel. Pour ce qui est des congrès, les conférences, les assemblées, les réunions, les cérémonies de graduation ou de reconnaissance, mais les allègements vont s'appliquer eux aussi, mais toujours à condition que le passeport vaccinal soit là. Alors, c'est vraiment les deux points. Et la santé publique a fait justement, comme on le dit souvent, ces recommandations-là ou ces allègements parce que c'est des lieux où il y a peu de transmission. Et ça, c'est important de faire le lien quand on parlera justement du graduel. Maintenant, le passeport vaccinal, je le répète, et le port du masque obligatoire dans ces lieux-là sont une voie de passage pour pouvoir remplir nos salles à pleine capacité. Donc, je le rappelle, passeport vaccinal et masque obligatoire pour ces lieux-là pour avoir le droit d'avoir la pleine capacité. Maintenant, je voudrais faire une précision, puis peut-être que Dr Arruda pourra compléter lors de la période des questions. L'obligation du port du masque dans les lieux publics, je pense qu'on le sait que la santé publique nous a indiqué, puis vous pourrez le questionner, que cette obligation pourrait être revisée à un certain moment. Mais je le dis, puis je pense que Dr Arruda le dit souvent, on pourra reviser ça, mais au moment où on en saura plus sur la vaccination des plus jeunes, notamment des 5 à 11 ans, qui ont un impact important sur la contamination. Maintenant, je nous connais, puis vous aurez le droit de poser vos questions. Je veux gérer vos attentes pour octobre aussi. Puis, parce que c'est important de dire, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans une série d'allègements dans les prochains jours, là. Oui, on a une très bonne nouvelle aujourd'hui, mais le mois d'octobre, je le répète, il y a ses défis. Alors, on va continuer de surveiller la situation. Je pense que quand on l'a dit mardi, il faut absolument qu'on ne revienne pas en arrière. Les mesures qu'on annonce aujourd'hui, on est confortable avec ça, mais on ne veut pas aller plus loin aujourd'hui parce qu'on ne veut pas revenir en arrière. Je pense que les nouvelles, puis je le dis rapidement parce que je voudrais donner la parole à Nathalie,
les annonces qu'on annonce aujourd'hui, c'est sûr qu'elles sont bonnes pour notre culture, pour les sports, pour l'économie, mais je dirais autant pour les jeunes que les moins jeunes. Parce que, je tiens à le dire aujourd'hui, puis moi je reçois beaucoup de lettres, là, et particulièrement, je dirais, de nos jeunes ces temps-ci. Et je pense à eux qui ont le goût en ce moment de danser, de fêter. Ils nous écrivent et nous disent quand est-ce qu'on va pouvoir revenir à une pleine normalité. Puis ce que je leur dis aujourd'hui, c'est que je pense qu'on a vu que c'était payant, parce que ces gens-là me disent toute la même chose, mais nous, on est doublement vaccinés. On a hâte de pouvoir aller sur une piste de danse. On a hâte de... Mais en même temps, je le dis, il y a encore des petites embûches qu'on voit devant nous, notamment dans le mois d'octobre. Puis on le reconnaît que c'est pas facile. Mais je vous le dirais, si on réussit aussi bien le mois d'octobre qu'on a réussi le mois de septembre, je pense qu'on peut regarder en avant puis d'être confiant qu'il y aura d'autres allègements. Mais, encore une fois, c'est une décision de la santé publique. Puis comme le docteur Arruda aime chanter ou danser, bien, je veux vous dire qu'il est sensible à la demande des jeunes. Alors, ce que je vous demander, c'est une dernière fois pour cette semaine. S'il vous plaît, ceux qui ne sont pas encore allés se faire vacciner, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. Merci beaucoup. Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé, Christian. Vous devinez que je suis très, très contente de participer à ce point de presse qui va apporter là, vraiment, et je le souhaite, une vraie bouffée d'air frais pour nos artistes, nos artisans, nos entreprises culturelles et aussi pour le public. Malgré les mois difficiles qu'on a tous vécus, le milieu culturel a su se montrer extrêmement résilient. Il a été exemplaire dans l'application des mesures sanitaires et il a rigoureusement collaboré. Il nous a aidés à la mise en œuvre du passeport vaccinal et j'en remercie. Je vous réitère donc avec beaucoup d'émotion, c'est le mot, que les salles de spectacle et de cinéma pourront ouvrir à pleine capacité à compter du vendredi 8 octobre prochain. Ces allègements s'appliqueront aux salles avec place assise. Et comme c'est le cas présentement, naturellement, le passeport vaccinal sera exigé à l'entrée. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera plus nécessaire de maintenir un siège entre les bulles familiales. D'ailleurs, il n'y en aura plus de bulles familiales. En contrepartie, le port du masque sera exigé en tout temps, naturellement, sauf pour boire et manger. À l'extérieur, on lève aussi la limite de spectateurs et des sections, donc il n'y aura plus de sections, lorsqu'il s'agit de représentation assise. Le passeport vaccinal sera évidemment demandé. Donc, je pense qu'on va pouvoir revivre avec beaucoup d'émotion l'énergie, Christian, d'une salle de spectacle pleine, ce qui ne s'était pas vu depuis près de 19 mois. Alors, je pense que c'est attendu du milieu. Et en plus de ce que le ministre Dubé vient de vous présenter, j'aimerais vous annoncer d'autres assouplissements qui feront le bonheur des membres d'orchestre, d'harmonie et de chorale. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup au Québec. Alors, ces activités pourront désormais se dérouler avec un maximum de 100 participants. Actuellement, c'est 25. Alors, vous voyez la différence. 100 participants. Il pourra donc y avoir jusqu'à 100 artistes sur scène, mais on doit garder ici certaines mesures sanitaires. On parle naturellement ici d'harmonie, d'orchestre et de chorale. On parle de spectacle amateur. Les personnes qui chantent et celles qui jouent d'un instrument avant devront respecter une distance de 2 mètres entre elles. Tous les autres devront respecter une distance d'1 mètre pour des raisons de projection de gouttelettes évidentes. Alors, si les activités se déroulent à l'intérieur, le port du masque est obligatoire, sauf pour les personnes qui chantent et celles qui jouent d'un instrument avant. Maintenant, un mot, je ne peux pas m'en empêcher, pour la télévision, pour ce qui est de nos fameux plateaux de tournage, nos émissions de télévision. Alors, les plateaux pourront également recevoir du public en vertu des mêmes normes que les salles de spectacle. Donc, ce sont d'excellentes nouvelles pour le milieu culturel et les spectateurs. Et je tiens d'ailleurs à remercier tous les Québécois qui ont collaboré, qui nous ont aidés à mettre en place ces efforts et ces mesures dans ce contexte de pandémie qui est toujours là. Elle est toujours là.
nous reprenons aujourd'hui une vie un peu plus normale pour toutes ces activités culturelles qui nous font du bien, mais on doit garder à l'esprit qu'il faut demeurer et rester extrêmement vigilant face à la maladie. Alors, en terminant, permettez-moi de souligner une fois de plus la résilience des artistes et de tout le milieu culturel, mais également la rigueur et le travail exemplaire des artistes, des équipes des salles de spectacle et de cinéma qui nous ont prouvé que c'était possible de fonctionner malgré la pandémie. Et je vous j'encourage tous les citoyens adéquatement protégés à fréquenter ces lieux qui sont extrêmement sécuritaires, à aller voir nos œuvres québécoises. Et je vous dis... on a une très, très belle rentrée culturelle et le vaccin et le passeport vaccinal nous permettent de sortir en toute sécurité. Voilà, je vous remercie. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Donc, nous allons commencer avec Geneviève Lajoie du Journal de Québec. Bonjour, messieurs, dames. J'aurais aimé d'abord vous demander, vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Dubé, là, du masque obligatoire et de la fin éventuelle de peut-être cette mesure sanitaire-là en lien avec les 5 à 11, la vaccination des 5 à 11 ans. Pouvez-vous être plus clair? Est-ce qu'on comprend que lorsque les enfants, vous laissez miroiter le fait que lorsque les enfants de 5 à 11 ans seraient vaccinés, on peut penser que le masque obligatoire dans les lieux publics pourrait disparaître? Est-ce que c'est bien ça que vous comprenez? Je l'ai mentionné parce que j'ai bien dit « pourrait ». Hein? J'ai bien dit « pourrait ». Et je vais laisser le docteur Arruda parce que c'est sûr que avec l'annonce qu'on fait aujourd'hui, le message qui est important, c'est oui, il y a un allègement, mais on ne peut pas laisser toutes les mesures en même temps. Et c'est ça qu'il faut retenir. Parce que si les gens comprennent aujourd'hui qu'on fait un relâchement sur, par exemple, le milieu culturel, mais c'est pas parce que tout est fini. Alors, c'est ça que je voulais préciser, que s'il y a d'autres aménagements qui vont être faits plus tard, bien, il faudra que la situation épidémiologique... Mais sur le port du masque, j'aimerais ça que le docteur Arruda commente. Vous comprendrez que les 5 à 11 ans actuellement n'ont pas eu du tout accès au vaccin. Donc, c'est une masse de population importante dans laquelle le virus, quand il frappe, il peut attaquer. Quand on va avoir vacciné les 5 à 11 ans, particulièrement si on a des bons taux de vaccination, il ne va rester que les tout-petits de 0 à 4 qui sont moins en contact social. Je en garderai quelques-uns, là, mais c'est beaucoup moins important. De telle sorte qu'à ce moment-là, on va avoir atteint probablement, surtout à cause de nos couvertures vaccinales, une bonne couverture vaccinale d'une très grande proportion de la population. Et à ce moment-là, on peut penser éliminer certaines mesures sanitaires. C'est sûr qu'on va continuer à vous recommander que si vous avez le rhume, parce qu'il y a d'autres rhumes, d'autres choses, puis vous avez des symptômes, de porter le masque pour ne pas contaminer les autres. Mais il faut vraiment, comme dit le ministre, y aller progressivement. On va y aller, là, comme en escalier, je ne sais pas si vous comprenez. Puis ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on donne plus de liberté avec le passeport vaccinal aux endroits où on pense que le potentiel d'éclosion est moindre. C'est clair, il n'y a pas eu d'éclosion dans les salles de spectacle, il n'y a pas eu d'éclosion dans les plateaux de tournage, et on pense que maintenant, doublement vacciné avec le passeport vaccinal, plus de distanciation, parce qu'on remplit les salles à pleine capacité, on ajoute le masque juste parce qu'on sait que même si on est vacciné de l'eau dose, on peut encore transmettre, là. Mais ça va faire des salles pleines avec un masque. Si on doit manger ou boire, on enlève, puis on le replace. On pense qu'avec ça, on va être capable. Plus on va avancer, plus on va s'assurer qu'on a atteint un plateau ou qu'on descend, qu'on n'est pas en train de remonter comme tel, plus on va être à mesure de lancer. Mais la réponse est véritablement dans la vaccination, à mon avis. Et c'est grâce à la vaccination qu'on peut avoir un passeport vaccinal, puis qu'on peut rouvrir ces événements à plus haute densité, mais c'est des places assises fixes. Il n'y a pas de temps d'interaction entre les gens, de telle sorte que c'est ça qui est la bonne nouvelle aujourd'hui. Là, on vous entend parler, là, vous avez parlé un peu du masque obligatoire, tout ça, mais là, maintenant, les salles de spectacle, on va pouvoir aller voir le Canadien tous ensemble, assis un à côté de l'autre, sans problème, mais qu'en est-il maintenant du nombre maximal de personnes dans une résidence? C'est encore 10 personnes maximum dans une résidence, alors qu'on va pouvoir être 20 000 dans le Centre Bell. Alors, à quand on va pouvoir augmenter cette capacité dans les résidences? La question est bonne parce qu'il faut faire une distinction quand vous êtes à la maison, 10 personnes, vous êtes dans des interactions très, très différentes. Le risque de transmission de la COVID-19 dans ce milieu-là
est de beaucoup plus élevé de ce qu'on peut avoir dans une salle de spectacle. Fait que le nombre n'est pas comparable parce que ça dépend du contexte. C'est la même chose par rapport aux restaurants puis dans les bars. Il y a une transmission démontrée, reconnue, c'est ce qu'on a vécu au Québec. Là. On n'a pas inventé ça, on n'a pas fait ces critères-là là, qui vont faire que quand on est à un spectacle, on est, là maintenant, on va être collé, on va porter un masque, on est doublement vacciné. Puis deuxièmement, on n'est pas en interaction nécessairement autant qu'on peut l'être dans une maison. C'est pour ça qu'actuellement, il est trop tôt. Est-ce que ça va venir? Oui. Puis encore là, ça va dépendre de l'épidémie. Là, actuellement, là, si on augmente partout les contacts, on pourrait perdre le contrôle. On pourrait réaccélérer de façon importante. N'oubliez pas la fragilité de notre système de soins. Puis là, c'est l'automne qui s'en vient. Les autres virus vont apparaître. Fait qu'on va y aller par étapes. Merci. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour à tous. Juste pour être certain de bien comprendre là, concernant les congrès, conférences, cérémonies, on comprend là, qu'il n'y a plus du tout de limite. On peut organiser aussi un congrès où il va y avoir des ateliers, des gens qui se déplacent, qui donnent des conférences. Il n'y a plus de soucis, c'est ça? Bien, on est toujours dans le même principe d'avoir des places qui sont assignées. C'est ça qui est c'est ça qui est notre grand principe, c'est qu'on veut avoir des gens qui ne se déplacent pas. Et s'ils se déplacent, bien, ils se déplacent avec leur masque. Ce qu'il faut être certain, c'est qu'on le fait dans un environnement qui est contrôlé. Alors, je pense qu'on l'a vu que ce soit pour des spectacles, pour des événements sportifs, mais le même principe s'applique pour les événements auxquels vous référez. Là. Okay. Maintenant, c'est 250, sans passeport vaccinal. Sans passeport vaccinal. Actuellement, place assignée. Là, si on met le passeport vaccinal, vous pourrez faire un congrès de 1000 personnes, place assignée, puis sans distanciation. Fait que c'est ça. Mais avec le port du masque, puis vous l'enlevez quand vous mangez. Donc, on augmente la capacité, mais on exige le passeport vaccinal, et puis on ajoute le masque. Voilà. Question pour Dr Arruda. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de l'idée du passeport vaccinal à l'Assemblée nationale? Écoutez, j'ai pas eu la question pour d'avis en termes de recommandations. Je tiens à vous le dire. Là. Moi, actuellement, je laisserai ça à ceux qui gèrent l'Assemblée nationale de prendre une décision par rapport à ça. C'est pas une de mes recommandations comme telle. J'ai pas eu de demande d'avis là-dessus. On vous a pas demandé d'avis, puis vous en avez pas produit non plus. C'est ce que je comprends. D'accord. Merci. J'ai assez de choses à m'occuper pour produire si jamais on me pose des questions, je vais répondre, mais je préfère m'occuper de plein d'autres dossiers. Claudie Côté, TVA. Mais est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. Moi, j'aimerais bien ça que les parlementaires donnent l'exemple. Moi aussi. Ce qu'on demande à tout le monde, là, je comprends pas, honnêtement, là, puis je vais arrêter ma réponse là, je comprends pas que les parlementaires ne veulent pas donner l'exemple aux Québécois. Je pense que c'est beaucoup plus une décision politique qu'une décision de santé publique. Dr Arruda a raison. Puis je pense que... Tu es d'accord avec ça, Nathalie? Tellement. Je pense qu'on devrait donner l'exemple. Il y a assez de gens au Québec qui sont forcés depuis 1 an et demi, là. Je ne vois pas pourquoi les parlementaires ne feraient pas l'effort de donner l'exemple aux Québécois. Bonjour à vous trois. Je vais continuer là-dessus parce que vous parlez de symboles d'exemplarité, mais quel message ça envoie de l'imposer ici, mais pas de l'imposer à d'autres endroits où on a des problèmes d'éclosion, comme par exemple dans les écoles? Peut-être M. Dubé puis M. Arruda aussi. Mais vous avez utilisé un bon mot, l'exemplarité. Je veux juste dire que... Puis je ne veux pas mettre le Dr Arruda dans une situation inconfortable, parce qu'en termes de... Lorsqu'on regarde des grands bassins de population qu'on a demandé... à vacciner, que la santé publique nous a demandé, comme les travailleurs de la santé, il y a une raison épidémiologique derrière ça. On se comprend, là? C'est vraiment, on parle d'un nombre de personnes, centaines de mille personnes qui doivent être vaccinées pour protéger nos plus vulnérables. Il y avait une recommandation très claire. Là, ici, je pense que vous avez utilisé le bon mot. On parle d'exemplarité. Moi, je pense qu'on parle ici de 125 députés qui travaillent dans un milieu avec des gardes de sécurité, qui travaillent avec... Moi, je pense que ça aurait été un très bon exemple à donner pour tous ceux à qui, soit qu'on l'a demandé sur une base volontaire, qui sont rendus quand même... Nos gens sur une base volontaire ont été vaccinés à 89 % première dose. C'est un exploit. OK? Je me dis, pour à peu près, 300 personnes qui sont ici, et vous êtes ici dans ce milieu-là tous les jours... Moi, j'aurais pensé que l'effort que vous avez fait en tant que journaliste, média,
Mais je pense que nos parlementaires pourraient faire le même exemple. En milieu scolaire, primaire, on ne peut pas exiger le passeport vaccinal. Les enfants ne sont pas vaccinés. On ne peut pas leur exiger ça. Puis n'oubliez pas que notre principe, c'était de ne pas empêcher quelqu'un d'avoir droit à un droit essentiel, à un service essentiel comme l'éducation. C'était un des facteurs. Alors qu'on utilise beaucoup le passeport vaccinal dans des activités qui sont considérées importantes. La culture, c'est bon pour la santé mentale, etc. Mais ce n'est pas essentiel à la vie quotidienne en termes de droits, mais c'est très important. En seconde question, je vais revenir sur la vaccination des 5-11 ans, qui est peut-être, on comprend que c'est une condition pour laisser tomber le masque dans les endroits publics. Vous nous avez quand même habitués à des chiffres, à des objectifs, M. Dubé, par le passé. Est-ce qu'on a un objectif pour la vaccination des 5-11 ans, un objectif de pourcentage, de taux de vaccination qui nous permettrait de laisser tomber le masque dans les endroits publics? Je vais laisser le Dr Arruda commencer, puis au besoin, je compléterai. Mais c'est vraiment sa responsabilité, puis j'aimerais ça que Dr Arruda réponde là-dessus. En tant qu'objectif de couverture vaccinale, j'ai toujours des fantasmes. J'ai toujours des chiffres très élevés. Mon plus grand fantasme étant 100 %. Après ça, je me contente d'un 95 %. Mais dans ce cas-ci, je dois vous dire très honnêtement, il faut aussi qu'on commence à voir et sonder les parents pour voir où ils sont actuellement. Est-ce qu'on est avec 80 % des parents qui veulent ou on est à 10-15 %? Les parents ont souvent, parce que ce sont des tout-petits, même vont se faire vacciner eux autres mêmes, mais on va avoir des craintes pour les enfants. Moi, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun enfant qui va être vacciné au Québec sans le consentement des parents. Et aucun enfant aussi, on n'utilisera pas un vaccin pour lequel on pense qu'on créerait plus de préjudices que de bienfaits pour les jeunes. Donc, actuellement, on n'a pas fixé d'objectif. Vous comprendrez que le vaccin n'est pas encore homologué. On a besoin de connaître ça. On a besoin de connaître quels sont les effets secondaires. On a besoin de connaître le dosage. On va probablement sonder pour voir à quel état on est actuellement. On fait ça souvent dans les campagnes de vaccination. Et puis après ça, on verra l'objectif, puis on verra ajuster. Puis là, je tiens à vous dire aussi, là, on n'associe pas une couverture vaccinale à on enlève le masque. C'est pas comme ça va fonctionner. Il faut regarder l'effet épidémiologique. C'est beaucoup plus complexe comme analyse. Peut-être qu'on aurait des couvertures à 80 % ou à 64 %, puis on serait capable d'enlever le masque pareil parce que la situation serait sous contrôle en termes de transmission. Je pense que je ne peux pas vous donner un chiffre magique. En tout cas, s'il y en a un qui l'a, là, je pense pas qu'il y a personne qui l'a actuellement. C'est vraiment une analyse de la situation épidémiologique, de la dynamique, quels sont les groupes d'âge, où ça se retrouve, etc. Mais est-ce que je peux juste rajouter, parce qu'on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, depuis les nouvelles positives qu'on a eues de Pfizer, puis des demandes qui ont été faites au FDA, puis maintenant qui vont se faire au Canada. Je pense que ce qui est important pour les parents, c'est de bien préparer le terrain pour les rassurer. Je pense qu'on a vraiment un travail de communication à faire dans le prochain mois et demi, dépendamment de quand est-ce que les vaccins vont être disponibles. Donc, ce que je dirais aujourd'hui, exactement en ligne avec ce que le docteur Arruda, je pense que c'est de rassurer les parents pour qu'ils comprennent bien les enjeux, parce que les vaccins vont être adaptés en termes de quantité, etc. Fait que c'est à nous de faire ce travail-là dans les prochaines semaines. C'est parce que vous dites quand même que la condition pour enlever le masque dans les prochains mois est liée à la vaccination des 5-11 ans. Or, on ne sait pas encore quand les 5-11 ans vont être vaccinés et si les parents vont accepter qu'ils soient vaccinés. Mais c'est un élément. Ce qu'on vous dit, c'est que je pense qu'on a un élément. Les enfants, c'est un des éléments, mais il y en a d'autres. Alors, je pense que regardons ce qu'on peut faire avec les enfants dans les prochaines. Si vous me permettez. Ceux qui n'ont pas eu l'offre de vaccination actuellement, c'est les 0 à 11 ans. Les 5 à 11 ans sont dans les écoles. Les 5 à 11 ans sont touchés actuellement. Quand je vous dis, là, plus on va avoir de gens vaccinés dans cette catégorie-là, moins on laisse de gens à risque d'attraper le virus. Donc, moins on a d'éclosions, moins on a d'impact sur les hospitalisations, moins d'impact sur la mortalité. C'est comme un peu associé à ça. Mais il n'y a pas de chiffre magique, là. Ça va dépendre de plein de choses. Là, je ne veux pas rentrer dans l'oiseau de malheur. Là. Il y aura un nouveau variant. Il y a tellement d'affaires nouvelles ou qui peuvent arriver. Mais ce qui est clair, c'est que je pense que la prochaine étape, qui est la vaccination des 5 à 11 ans, c'est celle qui va nous faire avoir le plus de gains, tout comme celle qu'on a actuellement. On est dans une 4e vague. Ça va quand même relativement bien. Les Québécois ont été extraordinaires par rapport à la vaccination. Je pense que c'est ça. C'est là qu'est la solution. François Carabin, Le Devoir. Bonjour à vous trois. Je vais poursuivre là-dessus, si vous me permettez.
Puis, bon, on s'attend à avoir quand même une grosse opération de vaccination chez les 5-11 ans qui s'en vient. Évidemment, il y a des troisièmes doses qui vont être distribuées. Ça fait longtemps qu'on en a parlé, M. Dubé, mais est-ce que vous anticipez des enjeux de capacité de vaccin ou ça, c'est réglé? Non, mais on en a parlé un petit peu plus tôt cette semaine. Là. Je vais le rappeler parce que Daniel Paré fait un travail extraordinaire. En ce moment, son attention est beaucoup sur la vaccination dans nos CHSLD, les RPA, etc. Ça, c'est vraiment son enjeu. 2, c'est de se préparer sur les opérations pour les jeunes, parce que on veut une des façons de convaincre les parents, puis c'est ça qu'on a demandé à Daniel, que ça soit le plus fluide possible. On l'a vu, je pense que l'expérience était très bonne avec les parents, quand on a vacciné depuis, 9 mois maintenant. Mais pour les enfants, il y a un autre environnement. Alors, on a demandé à Daniel de favoriser un environnement le plus agréable possible pour que les parents aient le goût d'aller faire vacciner leurs enfants. Maintenant, de ce que je comprends, il n'y a pas d'enjeu du tout au niveau des vaccins, au nombre de vaccins, parce qu'on a amplement de vaccins pour faire nos plus vulnérables, le CHSLD, si c'est bien ça votre question, RPA, nos ressources intermédiaires. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir les vaccins qu'il faut lorsqu'on aura l'autorisation pour les plus jeunes. Donc, je veux juste vous dire je ne vois pas d'enjeu d'approvisionnement, pour répondre à votre question, mais il faut avoir une préparation qui est réglée à l'horloge. Puis c'est là-dessus qu'on a demandé à M. Paré de se préparer. Là. Merci. Deuxième question pour le Dr Arruda, si possible. C'est un peu champ gauche, mais je voulais vous demander... Il y a des habitudes qu'on a perdues avec la pandémie. Je pense, par exemple, à la poignée de main, à la bise, aux accolades. Là, on va se retrouver avec des centres belles remplis à pleine capacité, le coude collé sur le voisin qui porte un masque. Est-ce qu'on peut anticiper que la santé publique fasse des recommandations, par exemple, pour ramener la poignée de main ou ramener les accolades? Bien, je pense qu'actuellement, il est trop tôt pour vous dire ça. J'espère qu'on va revenir à ça. Je suis le premier qui manque la poignée de main puis les accolades, je peux vous le dire. Mais actuellement, l'avantage qu'on a, parce que vous avez des préoccupations par rapport au fait qu'on va être collés les uns sur les autres, ça va être tous dévaccinés. Ça, c'est avec le passeport vaccinal. Techniquement, il y a des personnes qui ont toutes été vaccinées. Ça ne veut pas dire que ça devient un milieu où il n'y a aucun COVID, parce qu'on peut être vacciné puis transmettre l'infection, mais le taux est beaucoup moindre que si les gens n'étaient pas vaccinés. Et probablement aussi, quand même, si on transmet un peu au début, puis ça va en diminuant. Je vous dirais qu'à un moment donné, moi, je vais vous dire ce que je nous souhaite au Québec, c'est qu'on revienne à une normalité. Mais par contre, tout comme on l'a montré l'année dernière, le fait de faire des mesures d'hygiène, de se laver les mains, tu sais, là, les gens vont, à un moment donné, là, quand tu as le rhume ou la grippe, tu vas peut-être faire attention, porter un masque, éviter de contaminer les autres, te laver les mains fréquemment. Moi, je vous dis tout de suite, là, les gastros du temps des fêtes, je ne sais pas si vous savez, là, des gens là, qui reçoivent à Noël, puis tout le monde est malade, les gastros du temps des fêtes, les rhumes, les bronchiolites chez les enfants, là, si on appliquerait les mesures d'hygiène qu'on appelle de l'étiquette respiratoire, lavage de mains, port du masque si c'est nécessaire ou toucher dans le coude, là, on diminuerait. On a vu ça, là, je ne sais pas si vous avez rendu compte, ça a chuté de façon dramatique l'année dernière. Donc, je vous dirais, sans revenir en situation où tout le monde va avec le masque continuellement, etc., ceux qui auront des symptômes, j'espère qu'ils vont garder cette bonne habitude-là. En tout cas, moi, personnellement, je vais être moins gêné de porter un masque à l'extérieur dans notre société aujourd'hui qu'on l'était il y a avant la pandémie, alors que c'était vraiment très rare. On voyait que des gens qui étaient immunosupprimés, qui sortaient pour une chimiothérapie, qui avaient des masques et personne pour le rhume, comme le fait l'Asie. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, vous le dites, dans les salles de spectacle, il y a eu presque pas d'éclosion, donc on ouvre. Au contraire, dans les écoles, en ce moment, c'est là que la transmission est plus élevée. Est-ce que, dans vos réflexions actuelles, vous dites qu'il faudrait refermer un peu plus dans les écoles, surtout primaires, évidemment, parce qu'ils ne sont pas vaccinés? Actuellement, je vais vous dire, je m'attendais à un automne beaucoup plus élevé que ça. Puis je vais vous dire, je vais être franc avec vous, on n'avait pas pensé faire aucun allègement avant le 15 octobre. Donc, on annonce pour le 8, parce que la chose va relativement bien. On savait qu'on allait avoir des éclosions dans les écoles. C'était impensable que ça se pouvait pas, mais quand on regarde les bénéfices de maintenir les enfants à l'école pour leur santé mentale, pour leur apprentissage, etc., ça dépasse de beaucoup
les autres inconvénients. Heureusement, les enfants, quand ils font la maladie, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucun qui peut avoir des complications, là, mais la majorité vont bien évoluer. Fait que le choix qu'on fait, c'est de donner l'enseignement aux jeunes, de le maintenir au maximum. Actuellement, je vous dirais, ce qu'on fait, c'est que dans les régions où ça circule beaucoup, là où il n'y a pas le port du masque, on l'ajoute. Ça a été fait dans la région métropolitaine. La capitale nationale n'a pas encore atteint ce taux-là. Et puis, c'est tout simplement des mesures mineures, là, mais on n'a pas l'intention de contrôler les éclosions en milieu scolaire. Ce qui va contrôler les éclosions en milieu scolaire, ça va être la vaccination des tout-petits. Puis, M. Dubé, dans 2 semaines, ça va vous prendre d'autres infirmières. Vous en avez déjà besoin de 4300. Celles qui ne sont pas vaccinées en ce moment ne seront pas là le 16 octobre. Donc, c'est combien de plus que les 4300 que vous allez avoir besoin? Écoutez, moi, je suis optimiste et réaliste. Je vais vous donner encore quelques chiffres. Mais en fait, rappelez-vous, quand on a été en commission parlementaire, je le rappelle, on était à 30 000 personnes du côté public. Hein? Je l'ai répété souvent. Ce matin, je regardais, on est juste un petit peu au-dessus de 16 000 au total qui ne sont pas vaccinés dans le réseau public. De ce 16 000-là, il y en a, pour être exact, ça c'est une bonne nouvelle, 6 400 à compter de ce matin qui sont en contact direct. Là. Alors, toute la catégorie 1 d'infirmières, vous les connaissez, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, le total de cette catégorie 1-là, plus les préposés aux bénéficiaires, donc vraiment les 2 catégories qui sont en contact avec la population dans les centres hospitaliers, les CHSLD, le total de ces 2-là, c'est un petit peu moins que 6 500. Donc, on est passé de 30 000 à 16 000, puis du 16 000, il y en a aujourd'hui 6 500. La bonne nouvelle, puis je le rappelle à ceux qui ne sont pas encore vaccinés dans tout le réseau de la santé, on va respecter notre engagement. D'ailleurs, il y a des lettres là, qui vont être en circulation dans les prochaines heures pour rappeler aux gens qu'il va falloir organiser notre horaire avec les non-vaccinés en fonction de leurs décisions qu'ils ont prises. Et ces lettres-là vont partir là, dans les prochaines heures pour que les gens comprennent bien, qu'ils le reçoivent par écrit, qu'à ce moment-là, ils ne pourront pas travailler et on devra les replacer ou suspendre leur salaire s'ils n'ont pas été vaccinés. Alors, nous, aujourd'hui, on sait qu'ils ne seront pas adéquatement vaccinés pour le 15 octobre, pour être très clair. La bonne nouvelle, c'est que à Montréal, il y en a 2500. Donc, je suis tombé en vous disant 16 000, 6 500 qui sont dans les 2 catégories, dont à Montréal. Puis je donne l'exemple de Montréal parce qu'on sait que sont là les éclosions en ce moment, sont là nos difficultés. Alors moi, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on vaccine encore première dose santé 300 à 400 personnes par jour en ce moment. Il y a encore 300 à 400 personnes du réseau de santé qui viennent chercher leur première dose. Alors moi, je leur dis, très bonne décision que vous prenez, même si, puis vous m'avez déjà entendu dire ça, même si aujourd'hui vous êtes en retard par rapport au 15 octobre, venez vous faire vacciner quand même, parce que lorsqu'on va dire vous ne pouvez pas travailler à compter du 15, bien, si vous êtes fait vacciner aujourd'hui le 30 septembre, bien, vous aurez une pénalité uniquement de 15 jours. Alors, soyons clairs, je l'ai été, il y a une raison importante. On le voit que les éclosions recommencent dans les CHSLD. C'est pour ça qu'on est très prudent. Alors, on n'a pas changé d'idée. Puis je pense que les gens commencent à comprendre qu'on ne changera pas d'idée non plus. J'ai demandé au PDG, on leur parle tous les jours d'avoir leur plan de contingence pour pour le réseau public autant que pour le réseau privé. Ça veut dire les RPA, etc. Puis au fur et à mesure qu'on va avancer, on verra quel est le nombre final qu'on a. Mais je salue ceux qui sont en train d'évoluer sur leur position puis qui décident de se faire vacciner, même s'il est tard par rapport aux exigences qu'on a mises. Pour être certain, le 16 octobre, ça va être 10 800 qui vont manquer. Bien, écoutez, ce que je veux vous rappeler, c'est que la bonne nouvelle du côté de la vaccination avec les gens, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui appellent sur notre site web, là.
qui viennent, qui se posent des questions, quel est l'horaire qu'on pourrait leur offrir. Je vais vous dire, je vous reviendrai dans les prochaines semaines pour vous en parler, mais il y a 2 processus. Là. Un processus en ce moment de vaccination de nos employés de la santé, mais on a quand même très bien dit qu'on voulait avoir 4000 personnes qui rentrent. Puis regardez les nombres d'appels que nos PDG font. Le site web, on le voit, là, il bouge en ce moment. Les gens appellent. Alors moi, je veux dire, je regarde ça tous les jours, puis je reste confiant qu'on va trouver des solutions parce que on a vacciné presque 90% de la population. Donc, je pense que les gens se rendent bien compte que ceux, justement, qui vont à l'hôpital en ce moment, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés. Fanny Lévesque, La Presse. Bonjour à vous 3. J'aurais des petites précisions en lien avec l'annonce d'aujourd'hui. Oui, donc, bonne idée. Bonne idée. Je comprends. Donc, le Centre Bell, c'est inclus dans l'annonce. Est-ce que c'est la même chose pour les arénas, les centres sportifs, tout ça? Est-ce que, donc, dans les concerts au Centre Bell, on va devoir toujours avoir un parterre avec des places assises? Et finalement, qu'en est-il des salles où on ne peut pas être assis? Est-ce que c'est la même limite? Bon. Les assouplissements qu'on annonce aujourd'hui, c'est-à-dire à pleine capacité, sont pour des salles où on peut être assis. Ça, c'est très, très important. On doit présenter le passeport vaccinal et également garder le port du masque en tout temps. L'annonce concerne nos grandes salles qu'on connaît tous et toutes, là, notre TNM chez Duceppe, la Place des Arts et les salles. Pour ce qui est des endroits plus précis dont vous mentionnez, il y a toute une diversité de possibilités. À cet égard-là, s'il s'agit de spectacles, si on a un grand spectacle au Centre Bell ou encore au Centre Vidéotron, s'ils répondent, ces spectacles, aux conditions qui sont imposées pour la tenue du spectacle, ça s'applique à eux. Pour les événements sportifs, c'est évident que le Centre Bell, là, je prends celui-là parce que c'est évident qu'il y a des places assises à signer, les billets sont vendus. On a eu des discussions, puis peut-être que Dr Arruda, on est vraiment dans autant pour les arénas, il faut vraiment qu'il y ait des places à signer, mais peut-être que Dr Arruda... Le job est dans les détails, puis il y a toujours des conditions X particulières. Là. Le principe, c'est vous avez un organisateur qui organise, puis qui vend des billets pour une place assise, qui est assignée. On n'est pas dans un événement de ville, par exemple, le match XYZ, où là, les parents peuvent aller, etc. Quand on est dans une aréna, même avec un sport non professionnel, par exemple, et qu'il y a une organisation qui est imputable, qui va donner des places assises aux personnes, à ce moment-là, c'est comme pour le sport professionnel. C'est véritablement le fait d'avoir quelqu'un qui est responsable, qui organise, qui va placer les gens à un endroit particulier, qui va pouvoir faire respecter que les gens portent le masque comme tel. À ce moment-là, on peut éliminer ce qu'on appelle le nombre de personnes maximales. Merci. Monsieur Dubé, aujourd'hui, on apprenait que le comité de suivi de la Commission Vient a fait des demandes d'accès pour faire état vraiment de la progression des 142 appels à l'action de la Commission Vient. Il y a 34 appels à l'action qui visent directement le ministère de la Santé et des Services sociaux. Or, le ministère a refusé en bloc de répondre à toutes les demandes de ce comité de suivi. Est-ce que c'est acceptable? Bien, écoutez, je n'ai pas vu toutes les demandes qui sont rentrées, mais on va être transparent où on est rendu. Ce matin... c'est sûr que je l'ai dit, je vous donne l'exemple sur la formation. Là. J'ai eu un petit peu de difficulté à apprendre que le réseau en général avait 1% de formation. C'est pas acceptable. Ça, pour moi, c'était pas ça qui était mon objectif. Par contre, dans les dernières heures, là, en poussant un peu la machine, je me suis rendu compte qu'il y avait eu quand même, à Joliette particulièrement, qui est malheureusement le lieu où a eu l'événement, qu'on avait fait 12 000 heures de vaccination, excusez-moi, un lapsus. On a vu 12 000 heures de formation, première phase, après ça, un autre 5 000 heures, une deuxième. Donc, je vais creuser un petit peu dans les prochaines heures parce que les dernières ont été assez occupées, mais je trouve que c'est pas suffisant. Je vais être très clair avec vous, là, puis on va être transparent. On va voir exactement où on est rendu, puis on va... Il y a quand même 34 appels à l'action, c'est pas seulement de la formation dans les hôpitaux. Là, il y a beaucoup de choses qui touchent le ministère. Mais moi, je vais vous dire, c'est parce que l'enjeu qu'on a, c'est que pour compléter une recommandation, dans mon livre à moi, pour qu'elle soit complétée, il faut qu'elle soit complétée dans l'ensemble du Québec. Ce qui est pas évident. Hein, je dois vous dire, à cause de la pandémie qu'on vit, puis je veux pas donner la pandémie comme excuse, mais je veux juste l'expliquer. Regardez la formation que ça me prend, juste pour la région de Joliette. Je vous parle de 12 000 heures de formation
pour un programme qui a à peu près 11 heures. Mais avant que je puisse dire que la formation a été faite à l'échelle du Québec dans les CIS et les CIUS, je vous dis juste que c'est pour ça qu'on dit que c'est en cours. C'est pas pour jouer sur les mots, mais je veux qu'on soit capable de dire qu'il y a vraiment eu une formation, puis là, je vous dirais peut-être sur une trentaine de CIS ou de CIUS. Il y en a, est-ce que les plus importants, ou en Abitibi, au Saguenay, dans les régions où on a plus d'enjeux autochtones, est-ce qu'on l'a fait correctement? Alors, c'est un petit peu ça que je vous dis. Je veux avoir une meilleure mesure dans les prochains jours, parce que quand j'ai posé la question, on m'a dit, ben c'est 1 Moi, ça me satisfait. Je vous donne l'exemple de la formation. Là, c'est à moi à creuser avec... Puis, je dois vous dire que les derniers jours ont été un peu occupés avec notre ami Yann Lafrenière qui était sur le terrain. Donc, on va prendre quelques temps, mais dans les prochains jours, on va être plus transparent sur l'état d'avancement de toutes les recommandations. Fanny, ça suit, là. Philippe Rodrigue Como Cogeco, s'il vous plaît. Il est toujours dur comme ça? Hein? Aujourd'hui, OK. C'est jeudi, OK. Mais j'ai peut-être... Bonjour. Pardonnez-moi si l'information a déjà été transmise, expliquée. Au niveau des régions où on a ramené le masque en classe dans les écoles primaires et secondaires aussi, les sports pour les moins de 12 ans, les sports comme le hockey où il y a un contact quand même fréquent, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des restrictions particulières qui sont amenées? Est-ce qu'on y songe? Parce que ça pourrait être un endroit aussi où il y aurait plus d'éclosions. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Bien, c'est-à-dire que des données sur s'il y a eu des éclosions avec le sport? Dans les associations sportives où il y a les moins de 12 ans sont présents? Bien, récemment, moi, j'ai pas eu de données démontrant qu'il y a eu des éclosions. Il y en a eu antérieurement, ça, il y en a eu actuellement. Je pense que les organisateurs prennent maintenant les mesures qui sont reconnues. On essaie d'éviter au maximum les contacts puis de jouer différemment. Là, mais j'ai pas de nouvelles données actuellement là, qui semblent démontrer qu'il y a eu des éclosions spécifiques associées à ça. Les parties de hockey ne sont pas compromises pour les moins de 12 ans parce qu'ils doivent porter un masque en classe au primaire, mais dans les sports, on n'impose pas de conditions particulières différentes. Exactement. Okay. Exactement. Et est-ce que ça relève du fantasme de dire qu'à Noël, on pourrait retirer le port du masque en public obligatoire parce qu'on voit la vaccination des plus jeunes arriver, on n'a pas de date précise, mais est-ce que ça relève du fantasme? Vous voulez dire à la maison ou dans les lieux publics? Dans les lieux publics. Ça va dépendre de la couverture vaccinale. Je vais vous le dire bien honnêtement, là, c'est ça que je peux vous dire. Je pense que si on veut... mon fantasme de couverture vaccinale va être associé au fantasme d'enlever le masque, si vous me permettez d'utiliser cette expression-là. Moi, j'aimerais ça. Je vous avoue là, que là, la question, c'est quand est-ce que les vaccins vont être disponibles pour qu'on puisse faire la vaccination avant Noël. Mais très honnêtement, j'aimerais bien qu'on soit en mesure de pouvoir le faire. On verra selon l'épidémie. Merci. Juste avant de passer à l'anglais, si vous me permettez, Patrice Bergeron, la presse canadienne... Madame Roy, vous m'avez semblé un peu désœuvrée dans cette conférence de presse, fait que c'est à vous que je m'adresse. Mais vous avez mis un paquet de mesures de soutien aux artistes et aux organismes pendant la pandémie. Est-ce que ça veut dire, à partir du moment que donc on fait sauter les jauges et les limites, on ferme tous les robinets et il n'y a plus de soutien financier? Pas du tout. Bien au contraire. Notre gouvernement a été proactif. On a investi en culture et c'est vraiment le mot que j'utilise parce que c'est important, notre culture. On a investi jusqu'à présent près un peu plus de 750 millions de dollars dans nos plans de relance. Le premier ayant été annoncé en juin 2020. Ça a déjà l'air une éternité. Dans le dernier budget de mon collègue, le ministre des Finances, M. Éric Girard, il y a un 147 millions supplémentaires qui avait été rajouté pour ce plan de relance. Et je vais répondre tout de suite très précisément à votre question. Il y a une mesure que nous avons mis en place, la fameuse mesure à la billetterie pour nous assurer de compenser pour les billets invendus pour les jauges qui, elles, sont trop petites compte tenu du fait qu'il y a des restrictions. Alors, cette mesure-là, elle est toujours valide. Elle va demeurer valide pendant 6 semaines à compter d'aujourd'hui, donc jusqu'à la mi-novembre, le 15 novembre. Donc, on accompagne les groupes, on donne le temps aux organisations de vendre les billets parce que là, on leur permet d'avoir des salles pleines. Et on va suivre l'évolution et on est là pour accompagner les artistes, pour accompagner le milieu culturel et pour modifier nos programmes lorsqu'on verra la façon dont tout ça va se dérouler et se vivre sur le terrain. Donc, on est là pour accompagner et ajuster nos programmes en fonction de ce qui se passe à l'égard de la pandémie, de la réaction du public, des spectateurs et des ventes de billets qui vont s'en suivre. Donc, on les accompagne, on est là, il n'y a rien qui est arrêté, bien au contraire. Docteur Arruda, juste pour revenir sur la question du passeport vaccinal à l'Assemblée nationale, vous m'avez semblé un peu
mal à l'aise concernant cette question-là. Est-ce que, oui ou non, la santé publique devrait le dire clairement, ou est-ce que vous le recommanderiez clairement? Comme je vous le dis, sur la base j'ai pas eu de demande d'avis. Sur la base épidémiologique, là, je vais vous le dire, ce que je vous dis actuellement, j'ai pas d'indice pour être capable de dire qu'il faudrait faire à l'Assemblée nationale. Mais, vous savez, le passeport vaccinal, ça peut être utilisé. Les gens peuvent l'exiger pour des raisons, d'autres types de raisons d'exemplarité, comme a été dit par le ministre. Je suis pas en train de dire que c'est inadéquat. Je suis simplement en train de vous dire que moi, j'ai pas de raison épidémiologique de le démontrer, mais on l'utilise dans plein de situations. Parce que là aussi, on veut on veut libérer ou me donner une plus grande normalité dans les salles de spectacle, etc. Et donc, on l'exige. C'est pas un malaise, c'est tout simplement le fait que je n'ai pas été questionné là-dessus. Mais on a quand même des députés qui viennent de partout au Québec, qui viennent de toutes les régions. Il y a 2 partis qui sont d'accord avec ça. Alors, moi, j'aimerais ça, qu'il y ait un petit coup qui soit donné au niveau parlementaire dans les prochains jours pour trouver une solution pour donner l'exemple. Merci. Nous en sommes maintenant à l'anglais. Christian Dubé, le ministre de la Santé, fait allusion à un débat qui fait rage à l'Assemblée nationale. Doit-on exiger le passeport vaccinal pour tous les gens qui rentrent à l'Assemblée nationale, alors que c'est la maison du peuple? Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont contre. On devrait avoir une décision peut-être en fin d'après-midi à ce sujet-là, ici à l'Assemblée nationale. Pour le reste, les salles de spectacle vont pouvoir être à pleine capacité à partir du 8 octobre si elles ont des places assises et assignées. Place des Arts, le Centre Bell, vous allez pouvoir donc être à pleine capacité dans ces endroits-là. Une fois assis ou partout, en fait, dans la salle, vous devrez porter votre masque, même assis. Évidemment, quand vous buvez votre bière à 35 $ au Centre Bell, vous pouvez l'enlever, le masque, ou votre hot dog à 22 $, vous pouvez l'enlever. Mais autrement, si vous ne mangez pas, vous allez devoir porter le masque en tout temps. Par ailleurs, la vaccination des employés de la santé se poursuit, mais il va quand même y avoir des milliers d'employés de la santé qui ne seront pas vaccinés à partir du 15 octobre. Et la vaccination des jeunes, on attend toujours l'homologation de Santé Canada, mais ça va nous permettre de faire des gains, dit le docteur Horacio Arruda, pour combattre la COVID, une fois qu'on aura vacciné les moins de 12 ans au Québec. Voilà donc pour cette conférence de presse. Plus de détails en après-midi à l'Info.